1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. S'enjailler, c'est la quête, ce que t'as prévu et annulé. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et allez, on va se connecter sur notre Discord pour rencontrer des jardiniers passionnés qui ont envie de nous transmettre leur savoir ou tout simplement nous poser des questions. Donc restez connectés car on va avoir des discussions ultra passionnantes. Et si toi aussi tu te poses des questions, le podcast Bud Thunder, tu y trouveras sûrement tes réponses. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais le répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% de taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer le podcast numéro 28, mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Grâce à toutes ces années d'expérience dans le chanvre, aujourd'hui, Kenai Kikit est le premier producteur de chanvre à parfum indoor. Grâce à nos cultures en sol vivant régénératif, on arrive à avoir des taux de terpènes qui dépassent les 4%. Et ce pourcentage-là, tu ne le retrouves même pas dans des fleurs illégales. Donc, si tu es à la recherche de ce qu'il se fait de mieux en fleurs de chanvre légales, c'est chez Kenai Kikit et The High Caméléon qu'il faut se tourner. Allez, trêve de bavardage, que le podcast commence. Salut. T'es chaud de parler un peu ? Oui, un peu, je peux. Je suis un peu occupé, mais je peux prendre une petite minute. Après, tu sais, c'est pour le podcast. Alors, tu sais, oui, je sais. Je t'oblige à rien, mais c'est juste que comme on t'a pas trop entendu... On n'a pas entendu encore jusqu'à maintenant. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toi, le Mickey. Comment ça va ? Salut. Ça va, chaudement, comme chez tout le monde. Aïe, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. En plus, tu vas venir nous filer un coup de main là dans pas longtemps. Donc, ça fait encore plus plaisir de te faire découvrir aux canailles et tout ça. Et voilà, si tu as envie de te présenter un peu, ou alors si tu as envie de parler d'un truc qui te plaît, que tu as découvert il n'y a pas longtemps, un sujet, quoi que ce soit. Pas spécialement, je pense que tout a été dit et tout ce que... non, il y avait quoi que je voulais te demander ? On a déjà parlé des maires, des PM. Pas trop, non. Pas beaucoup, non. Pas du tout. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Ouais, qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Savoir généralement les gens qui le font, en combien de litres ils le gardent. Ouais. Bah, une plante mère, c'est vraiment... s'il y a des gens qui pourraient... Une plante mère, c'est quelque chose que déjà que tu dois énormément structurer. À l'image d'un bonsaï japonais, c'est quelque chose que même limite, des fois, si t'as pas besoin de bouture, et que t'as besoin de bouture que dans 15 jours, il faut le tailler, tu vois, il faut l'entretenir. C'est une plante mère, c'est vraiment quelque chose qu'on entretient. C'est très bien de les faire en living soil. Il y a des personnes qui aiment bien avoir des plantes mères qui sont pas trop chargées en azote, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que moins t'as d'azote, plus après les boutures s'enracinent facilement. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Et, moi, j'ai envie de dire, moi non plus, les derniers temps, j'ai essayé avec beaucoup d'azote, ça marche très bien. Ouais, carrément. Et voilà, et puis franchement, les plantes mères, c'est vraiment un peu tout le monde fait son truc. C'est pour ça. Ouais, bah, j'ai entendu un peu tout le monde fait son truc, là, c'était pour savoir s'il y en avait des gens... je vais laisser un peu Greengrass peut-être nous expliquer lui aussi comment il gère cette... Ouais, pour répondre juste à ta question et après dériver autour de ça, mais la taille nécessaire pour conserver des mamans dépend de ton besoin de clone par rapport à cette maman en question. Je disais ici, dans un besoin d'usage des clones qui vont sortir, tu vas avoir un entretien régulier à faire, ça c'est de toute façon indispensable, mais tu peux tenir la plante style bonsaï en pot de 3 litres, 7 litres, ça suffit, et puis tu auras tes quelques clones
tu tailles et puis voilà. Si par contre c'est dans une optique de vraiment avoir plus de clones pour pouvoir vraiment lancer une production, là à ce moment-là, le traitement, on va dire, c'est lui donner plus d'espace, plus de place, plus de possibilités de te sortir un maximum de clones. Ou alors de multiplier le nombre d'individus. Tu peux faire par exemple 4 plantes plus petites qui vont te faire autant de clones que 2 énormes plantes maman. C'est ça. Moi, pendant longtemps, je gardais les plantes mères dans des gros pots, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment plus dur à gérer. Aujourd'hui, je préfère avoir des plus petites plantes mères, et même les boutures, je préfère les avoir plus fines, moi, aujourd'hui. J'aime pas avoir des gros apex à bouturer, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus fin, tu vois. Mais j'avoue que moi, j'ai essayé cette année, là. Et je me suis fait... Attendez, je vais essayer d'avoir du réseau en allant plus par là-bas. 2 secondes. J'espère qu'on m'entend. 1, 2. Ouais, on t'entend. 1, 2, 1, 2. Ouais, on t'entend. J'ai essayé pour essayer cette année pour en tenir déjà, voir si j'arrive à tenir l'été et tout. Et je me suis fait avoir avec un 11 litres. Et du coup, c'est hyper big. Bon, après, c'est sûr que sur un, je peux en tirer 20 à chaque session si je veux. Mais ça fait beaucoup, 11 litres, ça me fait beaucoup de place. Et du coup, il va falloir que je m'en débarrasse en extérieur pour... soit attendre qu'il se régène. Après, c'est fait juste la taille de temps en temps, même si t'as pas besoin de bouture. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça, ouais. Et ça change vraiment. C'est bien parce que tu dois moins te casser la tête pour l'engraisser et tout, elle tient plus longtemps. Après, tu la tailles plus souvent, même si t'as pas besoin des boutures. Ok. Ouais, après, il faut se dire que pour la conservation de plantes mères, l'idée, c'est d'avoir les plantes les plus en santé, les plus fraîches possibles tout le temps. Donc, c'est dans sa routine, prendre l'habitude de renouveler son parc primaire de toute façon tous les 3 mois. Pas attendre 6 mois, 8 mois et avoir des plantes du coup, qui vieillissent, qui peuvent accumuler les problématiques et essayer d'être tous les 3 mois sur un renouvellement complet de la librairie qui permet de repartir sur des clones frais, des mamans toutes jeunes, toutes propres et de se faciliter la vie sur ça. Parce que suivant les génétiques, suivant les conditions, suivant la fluctuation du climat avec les périodes de l'année, etc., tenir sur très long terme, des mois voire années, une plante, c'est une galère quoi. Vaut mieux renouveler tout le temps. Et puis ça t'évite aussi. Après, moi je fais ça en pot de 3,5 litres. Ouais, et puis ça de pas faire de grosses plantes, ça t'évite aussi de fatiguer la génétique. Et surtout, quand t'es dans ce... On va dire dans cette dynamique de faire des plantes mères, c'est que t'es un peu plus, t'as un grower, on va dire un peu plus. Et dans ces cas-là, tu sais que dès que t'as des plantes mères, t'es quasiment tout le temps en train de faire des boutures, quoi. Même si moi, des fois, plein de fois, je fais des boutures. J'ai même pas besoin de faire des boutures, mais tu sais, j'en fais 2-3 histoire de faire des sauvegardes, des trucs, des machins. Et ça, c'est un type que je donne vraiment, même les gars, quand vous avez des plantes mères, des choses que vous voulez vraiment garder, même si des fois, vous n'avez pas forcément besoin de faire des boutures, faites-les quand même, parce que voilà, ça sert toujours. Au pire, vous pouvez sauvegarder la génétique chez un pote et tout ça et tout. Et à partir du moment où tu as des plantes mères, tu sais que tous les 15 jours, tu fais des boutures, quoi. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Hein. Non, mais t'as complètement raison. Je me suis fait niquer comme ça sur ma dernière grow. J'avais une plante de ouf et au final, j'ai lancé en floraison et j'ai été obligé de récupérer un clone au dernier moment parce que... Du coup, toute la végétation à faire. Tout ça. Ouais, bah du coup, tu galères à essayer de la récupérer. Bah ouais, de ouf. C'est ça. Alors que tout repose sur ça, les gars. C'est d'où l'importance, justement, de pourquoi conserver des mamans. Parce que quand tu fais une sélection, que tu lances des graines, et que sur X graines, tu tombes sur une qui est vraiment au top, t'as envie de pouvoir la refaire et de refaire à l'identique. Et le seul moyen de pouvoir refaire à l'identique, c'est de cloner. Donc, d'où tout l'intérêt, parce que sinon, tu peux passer ton temps à faire en fait des fleurs bof, parce que tu es sur des fleurs issues d'individus qui ne sont pas conservés, donc non sélectionnés, et tu as toujours un peu l'impression de il y en a une qui est bien, mais le reste bof, et alors que si au fil des sélections qui sont faites, tes préférés, tu te les conserves dans un coin,
et que tu peux refaire à ta convenance tes tops préférés, là, les jardins, ils passent à un tout autre niveau. C'est-à-dire que chaque bocal, c'est de la frappe. Ouais, c'est pas hasardeux. Et puis au-delà de ça, je trouve que moi, par exemple, quand j'ai commencé à faire ça, à répéter les clones, à faire tout le temps les mêmes choses, je trouve que c'est là où j'ai vraiment compris ce que je faisais. C'est là où j'ai vraiment compris l'impact de mes nutriments au moment où ça, parce que j'avais des vrais repères. J'étais putain, pourquoi cette récolte, celle-là, elle sort plus comme ça que comme ça. Et avec les graines, c'est pas possible, parce que les graines, c'est comme une famille. Tous les individus sont différents, même s'ils ont une génétique similaire, tu vois. Et là, moi, je trouve que quelqu'un qui veut vraiment progresser et surtout faire des tests, t'es obligé, pour vraiment faire des tests qui sont viables, t'es obligé de partir sur des génétiques que tu connais, que t'as déjà fait, on va dire, une dizaine de fois, donc c'est entre 2 et 3 ans. Ah, mais grave, j'allais dire vraiment, un des trucs qui est le plus formateur, c'est trouver une génétique qui vous plaît, sur laquelle vous pouvez trouver potentiellement l'individu qui vous parle, gardez-le, et faites-vous 1 an à cultiver que ça. Pour le faire à la perfection dans votre jardin. Et vous allez voir que, putain, mais ma 3e session, elle était vraiment au top. La 4e, j'ai moins bien fait. Je me rappelle, à la 2e, j'avais fait ça. Et en fait, comme il dit Canaille, c'est à force de refaire ces choses-là que il y a des points de standard qui se mettent en tête et qui permettent d'avancer. Parce que faire de graines à chaque fois, va faire que c'est tout le temps nouveau, les réactions sont tout le temps différentes, etc. Alors que l'apprentissage autour d'une plante qui, elle, bougera pas, que tu la repasses 4 fois en soi, ce sera la même chose, mais plus ou moins bien faite en fonction des compétences. Et là, ça permet de se mettre des points de repère. Et dire, là, je me suis vraiment amélioré, en fait. De ouf. De ouf. Et puis, vraiment, comme je dis, je répète, et je voudrais insister dessus, parce que je crois que j'en ai jamais trop parlé en podcast, et c'est très intéressant que tu nous parles de ça, Mickey. C'est que vraiment, les personnes qui veulent comparer les engrais, qui veulent vraiment faire des tests, et qui partent de graines à chaque fois, dites-vous bien que votre analyse, elle est faussée. Parce que c'est tellement variable la graine, les génétiques, c'est vraiment différent. Donc du coup, vraiment, si vous voulez faire des comparatifs d'engrais et tout ça, faites-les avec des clones, faites-les avec des choses que vous connaissez, et voilà, faites-en 6 comme ça, et sur quand même, que vous ayez le temps de goûter, que vous ayez le temps, parce que faire une plante comme ça, avec des banques différentes, des graines différentes... Souvent, j'entends beaucoup de jeunes growers qui ont beaucoup d'engrais différents. Ils font oui, moi j'ai fait ce test-là, ça sortait mieux. Et en fait, quand tu leur parles, ils te parlent des fois plus de la génétique du breeder que en fait de leur sol et de ce que eux ils ont fait, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage. Grave. Pardon. Ok, cool. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais qu'on éclaircisse sur les... Non, c'est déjà cool. Merci d'avoir pu éclairer ma lanterne. Ouais. Il était dans l'obscurité. Grâce à nous, il voit. Merci pour tout. Et oui, moi, c'était pour faire des tests aussi. Donc, j'ai préféré passer sur le clone plutôt que sur des graines pour faire des tests. Ah ouais, t'es obligé. Hein. C'est te dire, ok, je viens d'acheter une nouvelle lampe, je voudrais voir si ça fonctionne mieux. C'est pas en lançant des graines que tu vas pouvoir faire ce comparatif, c'est en lançant une génétique que tu as déjà fait, par exemple, avec ce précédent système lamineux, et de dire, effectivement, je refais la même, la prod, elle est 2 fois plus importante. Waouh, ma lampe, elle marche mieux. Et là, du coup, tu peux te baser sur un vrai truc, ou comme dit Canaille, nutritivement, de dire ok, là je suis en train de faire 3 fois, ça fait 3 sessions, je fais le même clone, je viens de rajouter tel et tel produit ou tel et tel nutriment, apport, peu importe, j'en vois un effet. Parce que les autres fois, c'était l'identique, le clone que j'avais fait sans ces éléments, et j'en vois la différence. Parce que sinon, lancer une autre génétique pour faire un point de comparaison, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Ah oui, non, c'est clair. Moi, par exemple, tu vois, avec la Yukechi, si je peux ramener une petite anecdote personnelle, à l'époque, tu vois, le Yukechi, c'est un des premiers clones que Riri m'a donné. Et du coup, c'est un truc que j'ai vraiment, je crois que je ponce depuis 2016 ou un truc comme ça, tu vois.
Et en fait, le jour où parce que je l'ai fait en hydro, je l'ai fait en coco, je l'ai fait en minéral, en organique, parce qu'à l'époque, avant mon AVC, je faisais toutes ces choses-là. Enfin, c'est pas un AVC, mais on n'en était pas très loin. Et du coup, en fait, quand j'ai commencé en living soil et que j'ai vraiment rajouté une part carbonée avec des hydrolysates de kale, beaucoup plus de sucre et tout ça, et il s'est révélé un côté fruité que je passais totalement à côté. Ouais. Et tu vois, genre aujourd'hui, je peux te dire, je sais par exemple dans le living soil, je peux avoir des palettes plus larges et des terpènes qui étaient vraiment, on va dire, au second plan et qui commencent à arriver un peu, qui sont moins au second plan et qui commencent vraiment à se ressentir. Voilà, c'est vraiment pour tout ça que je conseille. Putain, j'ai la voix qui part en couille. C'est pour tout ça que je conseille vraiment de faire du living soil et tout ça, quoi. Enfin, parce que moi, c'est ce que j'aime. J'aime avoir des spectres larges et tout ça. Comme tu dis là, par exemple, pour les plantes de UK, de le faire plusieurs fois comme ça, c'est de se rendre compte, ah ouais, pour cette plante spécifiquement, je me rends compte que à 28 degrés, ça performe mieux que si j'étais à 24. Ah ouais, pour une autre plante, ça va être une autre condition. Pour certaines plantes, tu peux mettre plein watt, la pleine puissance lumineuse que tu peux déployer, il n'y a pas de problème, ça bronche pas. Il y a d'autres plantes, elles sont capricieuses. Tu leur mets la même puissance lumineuse, elles bégayent. Et pour autant, c'est pas toi, tes nutriments, c'est l'environnement par rapport à cette génétique spécifique. Donc, carrément. D'où l'intérêt de se trouver un peu une palette de trucs favoris et apprendre et travailler avec ces choses-là pour essayer de, autour de cette espèce de point de standard, j'ai un clone, ça sera toujours la même chose, d'améliorer ta culture autour de ça. Carrément. C'est cool, on a pu aborder des variantes à tout ça, ça a amené une petite réflexion autour de ça qui est assez intéressante parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas assez souvent et que en fait c'est quelque chose que tout le monde tout le monde parle de son expérience, tout le monde a envie de faire partager tout ça et des fois quand on partage notre expérience, c'est un peu des fois comme une vérité, tu sais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est en mode ouais moi j'ai fait ça donc ça veut dire que ça c'est comme ça. La nature est tellement complexe que des fois, tu vois, de toute façon, on le voit bien sur les réseaux, hein, des fois, tu as des gens, ils arrivent à faire une variété et d'autres non, tu vois. Moi, j'ai reçois des fois des messages de gens des fois, j'ai des messages de gens qui me disent un truc et j'ai un gars qui arrive juste après, il me dit totalement l'inverse, tu vois. Et je suis là, des fois, je suis putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fou, quoi. Et du coup, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de tout ça, qu'il faut vraiment être sûr d'avoir des piliers. Et je trouve que vraiment la génétique, d'avoir tout le temps les mêmes clones, ça fait partie de ces piliers-là, tu vois. Et voilà. Et je rebondis dans la même dynamique sur le poids de la génétique. Parce que on a déjà eu ces conversations-là sur Discord dans des moments enregistrés ou non, où il y a eu discussion autour de l'importance du choix des génétiques par rapport à la constitution d'une palette de standards à chacun. Là, on parle de UK Cheese. Je sais que toi et moi, on a le même point de référence. Mais si parmi nous, toutes les personnes, là, on va dire dans la salle, ont pas eu dans les mains UK Cheese, ils ont peut-être quelque chose de cheese qu'ils ont eux comme point de référence, mais qui n'est pas la même référence que, entre guillemets, tout le monde. C'est au travers du choix aussi du breeder et des variétés que l'on peut, entre guillemets, s'assurer de avoir le standard le plus réel. Quand on achète des graines sans faire attention plus que ça, juste par le nom, j'ai vu, il y a marqué Skittles Gelato, je sais pas quoi dedans, je vais pas chercher plus que ça. Il y a une grande différence entre ça et le breeder qui va être vraiment transparent sur le linéage, expliquer qu'il y a tel ou tel clone, tel ou tel truc très précieux qui a été utilisé. Et du coup, dans l'expérience derrière de popper des graines de ça et de se dire ok c'est un bébé de cette génétique, je peux m'en fixer un standard, un vrai standard, parce que il y a eu ce choix et cette réflexion qui a été faite. Sinon c'est totalement hasardeux. Et il y a des gens qui font très bien pousser de la merde, pas de leur faute parce qu'ils font bien le taf, mais que génétiquement c'est pas ouf
Et que du coup, en fait, les résultats ne sont pas ouf parce qu'il n'y a pas eu vraiment ce travail de recherche génétique qui permettait de, ok, s'approcher d'un truc qui est vraiment banger, quoi. Bah, c'était ce que nous disait quelqu'un hier. Hier, quelqu'un il nous disait ça, il disait putain, je me faisais chier à faire du living soil et tout, et je prenais des graines de merde. Et il me dit, mais maintenant c'est mieux et tout. C'était assez drôle ce qu'il nous disait hier, donc pour les personnes qui nous écoutent la semaine dernière. Et voilà. Et sur ça, tu vois, par exemple, ce que je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Ah, c'est quoi ce délire? Ouais. Je sais pas, c'est beau. Ouais. Je sais pas, je crois que c'est une partie. Ouais, je sais pas, je crois que c'est Indy qui fait un truc, je sais pas. Du coup, je voulais rebondir sur un truc. C'est quand tu dis, ouais, on n'a pas tous les mêmes, on va dire, on n'a pas tous les mêmes repères. Voilà, les mêmes standards. C'est très vrai parce que tu vois, moi, la UK Cheese, pour moi, c'est une plante que j'adore sortir parce qu'en fait, c'est un classique. C'est un classique que tout le monde croit connaître, tu vois. Et en fait, que très peu de personnes connaissent. Ouais, comme alors l'amnésia, c'est aussi parfait exemple, tu vois. Souvent, t'as des Haze, Reina Madre, et quand tu sors l'amnésia, tu vois, le gars, il est pas prêt, enfin, tu vois, et la cheese, c'est pareil, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'aime pas la cheese, c'est discret. Tu vois, quand ils me disent ce qu'ils pensent de la cheese, je suis là, je suis mais gars, mais c'est pas possible, on parle pas de la même fleur. On parle pas de la même fleur parce que moi la cheese, c'est dans le top 5 des plus puants, quoi, tu vois. Et quand ever. Tu vois, et j'adore, toujours je cultive de la cheese parce que j'adore la fumée, j'adore l'effet qu'elle procure, j'adore le smooth qu'elle met, tout ça. Ah ouais. Et vraiment, c'est trop bien. Ouais, j'adore la refaire découvrir aussi. Parce que les gens, à chaque fois, tu sais, ils la ressentent, ils font, oh, ah ouais, putain, ça me rappelle. Et les anciens, souvent, tu vois, genre, comme Serrato qui en a fait pousser, tu vois, il me dit, parce que lui, il était à Londres dans les années 90, tu vois, il me disait, putain, un truc de ouf, j'ai l'impression d'être à Londres et tout, à l'époque. Et c'est super sympa, tu vois, comme MC Star qui est londonien, tu vois. Quand je lui ai remonté la cheese, il était putain, ça sent mon enfance, c'est trop bon, tu vois. Et vraiment, redécouvrir ces best-sellers, entre guillemets, je trouve ça hyper important et génial, quoi. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Ouais, et là, on va rebondir sur cet exemple de cheese. Le monsieur tout le monde va aller sur Internet, va taper graines de cheese, il va tomber sur une multitude de banques de graines proposant de la cheese. Ouais. Maintenant, derrière, historiquement, quelles plantes ont été utilisées, peu sont très transparents là-dessus. Mais Arjan, par exemple, Greenhouse, ils utilisent la vraie cheese. Moi, je connais pas mal de personnes qui font pousser. Oui. Même la dernière fois, j'ai un pote qui a fait pousser du CBD cheese à 1.1. Franchement, j'étais choqué, ça sentait le UK cheese, quoi, tu vois. Non, mais total. Et franchement, pour Greenhouse ont utilisé le UK, ils ont fait une version féminisée, et la Exodus qu'ils proposent est une version S1 de UK cheese. Par contre, il y a des cheese qui ont circulé de la scène anglaise, qui étaient des croisements proposé par Big Buddha quand il y a eu la vague avec l'Afghan qui a été rajoutée dessus pour faire plus productif. Il y a énormément d'opérateurs anglais qui ont pop des graines et trouvé des super individus. Et ensuite, il y a des clones de cheese qui ont circulé à droite à gauche, étant estampillés le UK, et ça ne l'était pas. En France, dans des cercles, a circulé Exodus et a circulé le UK. Parfois, le Exodus proposé comme étant le UK, qui ne l'était pas. Et c'est via Trucanablis que le clone, on y a accédé à l'époque, donc de la scène anglaise. Et eux-mêmes déjà, c'était la bataille il y avait certains qui disaient moi j'ai tel clone, moi c'est le UK, moi c'est le cheese, et qui étaient en fait déjà des versions graines de ces trucs-là. Donc c'est, comme je dis, rares sont ceux qui sont transparents sur le linéage, sur les plantes utilisées, etc. Mais pour autant, c'est au travers de ça que les points de repère peuvent s'établir pour le consommateur. De ouf. Et pour parler de la Big Buddha Cheese, paix à son âme, Mélo, moi, c'est vraiment la cheese que j'aime, que je trouve la moins bien, tu vois. C'est la plus discrète. C'est mes potes. C'est mes potes de White Ash Boy, là, ils ont le cut parce qu'ils connaissaient Mélo, enfin bref, voilà. Et ils ont été longtemps partie de l'équipe qui gardait ces clones-là, tu vois.
Et à chaque fois qu'il le sort, tu vois, je trouve elle est plus douce, tu vois. Elle a moins ce caractère qui te fait mal, qui est vraiment puant, désagréable, où tu fais, oh putain. C'est écœurant. Ouais, Yoke Cheese est écœurant. C'est vraiment t'aimes ou t'aimes pas. Généralement, t'es choqué sur les premiers grammes. Si t'es amoureux de la variété, y a pas de souci. Mais sinon, t'es très vite écœuré et c'est trop de terps dans ce genre-là, quoi. Ah, moi, c'est l'effet en plus que j'adore. Ça a vraiment un effet, je trouve, tu vois, genre créatif, hyper bon mood. C'est vraiment le UK. Enfin, c'est une plante que je. Sourire doux. Nuage cotonneux, c'est pas fort, c'est pas stimulant créatif comme une diesel, une sour ou tu vois un truc qui va te remonter un peu plus mais sur le moteur. C'est mellow cotton, c'est cool, c'est un effet peaceful. Ouais, en plus, ça fait des belles graines, c'est résistant aux génétiques. Là, je suis en train de faire pas mal de tests dessus, tu vois. J'avais les protos qui étaient en fait un Anglais qui avait fait un croisement en protoplasme, c'est pour ça qu'on l'a appelé proto, de UK Cheese croisé Riri, et en fait, il avait mis quand même plus de UK, et en fait, ça faisait vraiment une UK Riri incroyable. Et là, je pense que mes prochains travaux, là, je vais partir sur ça parce que là, je commence à avoir des trucs vraiment, vraiment super sympas qui ont l'air de washer hyper bien. On a fait des petits tests là, tu sais, dans des bocaux le parfait où tu fais un demi-gramme. Ouais. Et franchement, je pense que cette direction-là, je vais la prendre. Ouais, non, mais c'est beau. UK est une bonne vénétique, alors Riri Sour, c'est très chien convaincu. Là, je suis en train de tester aussi beaucoup de Sour Diesel et franchement, il n'y a pas à chier. La Riri, elle est sur le podium. Je sais pas encore quelle place, tu vois, mais elle est quand même incroyable cette plante. Hein. Elle dégage quelque chose. Mec, c'est vraiment. Ouais. Mais même la fleur, tu sais, même la fleur en soi, quand tu la regardes, quand tu la pousses bien, tu vois, elle a une structure. Calice explosé sous stéroïdes, là, ouais, c'est ça. Bah, la East Coast aussi, elle l'a, mais en un poil moins, je trouve. Mais, bref. Vraiment, c'est vraiment un délice, cette plante. Mais là, on a les hybrides East Coast Sour Diesel avec citron là qu'on va lancer en test. Ah ouais, d'ailleurs, j'ai vu, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça vu qu'on est sur le podcast et tout, de la Nation of Kamaz, j'ai vu que vous aviez des nouvelles graines avec la ligne citron. Exact, exactement. On a utilisé la ligne citron qui est vraiment notre banger signature, qui n'était pas sous forme de graines, c'est vraiment un truc signature qu'on utilise. Et que là, on a choisi du coup d'utiliser comme Mal Reverse sur notre librairie d'élite. Donc, on a utilisé autant Forum Cut, Gelato 41, Chervinsky Cut, on a utilisé East Coast Sour Diesel, on a utilisé certaines créations à nous, comme Kenzu, comme GTX 75, qui justement là on rentre dans de la multiple génération inbreed line maison. En tout cas, de créer comme ça une diversité avec différentes élites, plus old school ou moins old school. Pour prendre l'exemple, ça va de Kembe à Gelato 41, tu vois, donc là il y a déjà 30 ans d'écart entre les variétés. 80, et avec Citron 1. Ok, Citron 1, c'est un truc que vous avez développé, ça. Exactement. Une variété du coup qui a commencé à prendre racine dans des sélections en 2018. On a fait des sélections sur les parents initiaux, fait la première génération. Sur cette première génération, des parents avaient été trouvés et une nouvelle génération a été faite. Et c'est sur cette nouvelle génération-là, donc on était sur pas un F2 parce qu'il y a eu un nouveau mâle qui a été inclus à l'intérieur de la génétique, mais c'était une deuxième génération. Citron est né. Et cette plante est vraiment dans notre librairie un banger. C'est floraison 45 jours, citron signature ultra marqué.
avec ce côté un peu les terps qui te restent en mode transpiration de SDF, tu vois vraiment qui sont bien prenants. Un truc que justement sur comment de quoi? J'entends rien moi. Il y a quelqu'un qui pose une question. Ah non, ok, je croyais qu'il y avait ah non, je t'écoute. Okay. Je t'écoute. Et donc, citron, ton ami, voilà. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.